bonjour. Eh bien, c'était une ouverture musicale à ce programme de fables que vous êtes venus découvrir aujourd'hui. Donc, c'était Stéphanie Petitbon qui jouait de quel instrument? Est-ce que vous le reconnaissez? Non? Une petite idée? Oui? J'entends pas. Oh non, c'est pas un alto, le grand là, qui a ce manche très très long. On pourrait presque croire qu'il pouvait être utilisé comme une arme. Oui? Mais oui, c'est le luth qui a ce son si doux, mais on regardera d'un peu plus près tout à l'heure. Ce monsieur qui a joué d'un tout petit instrument, alors pour la nouvelle génération, peut-être que cet instrument est moins connu qu'il ne l'est pour nous, mais qu'est-ce que c'était? Oui? Mais oui, mais la flûte, comment est-ce qu'on l'appelle, hein, de vraiment, vraiment son petit nom complet? Eh ben non. Mais oui, c'est la flûte à bec. Alors il fut un temps où nous apprenions la flûte à bec à l'école. Et comme je le disais à Patrick tout à l'heure, d'écouter sa flûte, c'est un peu nous réconcilier avec la flûte à bec qui n'était quand même pas toujours si bien jouée à l'école. Donc ce petit instrument va nous accompagner tout au long du concert, comme il accompagnait les moments musicaux que l'on pouvait savourer au temps de quel roi? Car nous sommes en compagnie d'un poète dont je veux mettre tout de suite le portrait, Jean de La Fontaine. Et Jean de La Fontaine est un poète qui a été vivant durant quel roi? Oui? Absolument, Louis XIV. Donc ces instruments, nous les découvrons comme nous pouvions les entendre à la cour du roi Louis XIV. Bien sûr, Domitille Vigneron joue du violon. Alors celui-là, oui, on le connaît bien, mais encore une fois, je ne vous dis pas plus que ça. Nous découvrirons plus leur couleur, leur âge tout à l'heure au long de notre concert. Donc, quelques fables vous êtes venus découvrir aujourd'hui. Ce que j'aimerais tout de suite vous dire, parce que sans doute croyez-vous que c'est Jean de La Fontaine qui a inventé les fables. Eh bien, on ne peut pas tout à fait dire cela. En fait, la fable est bien plus ancienne. Elle remonte à Ésope et même encore plus loin dans les pays de l'Inde. Et c'était déjà les hindous qui écrivaient des fables où ils mêlaient les animaux avec les hommes. Et finalement, c'était pour instruire l'élite. En utilisant le symbole des animaux et de ce qu'ils représentaient, en y mêlant les caractères des hommes, on arrivait à dire beaucoup de choses. Alors, Jean de La Fontaine s'est inspiré de ces textes. Bien sûr, il les a transformés, puisqu'il fallait les mettre au goût du jour, et avec les comportements qu'il pouvait observer à la cour. Mais voilà, donc il est un passeur, Jean de La Fontaine, et la fable, c'est l'art le plus sublime de la transmission. Alors, pourquoi pas, vous, un jour, en regardant les hommes politiques au gouvernement aujourd'hui, vous pourriez vous dire, tiens, celui-là, il me fait plutôt penser à un chat, ou celui-ci à une belette, ou celui-là à un écureuil, je ne sais pas. Et puis inventer une petite fable sur chacun d'entre eux. Peut-être que vous feriez tout aussi bien que Jean de La Fontaine. Mais pour rester avec ce poète que vous apprenez sans doute déjà à l'école, nous allons continuer notre programme, puisqu'il y a un programme musical, bien sûr, mais je crois qu'il faut surtout aller maintenant à la découverte de ces textes, de ces fables. Ne soyez pas surpris, moi je vous les ai mises dans un français que vous pouvez comprendre, mais celui que vous allez entendre, c'est le vieux français. Et comme le souhaitait Jean de La Fontaine, il fallait les chanter, les fables, il fallait qu'il y ait un rythme. Alors savourez maintenant ce spectacle.
La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout, comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regarde bien, ma sœur, et ça cesse. Dites-moi, y suis-je point encore ?» Nanny. Mais voici donc. Point du tout. Mais voilà. Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. Cette grenouille, qu'est-ce qu'elle veut finalement? Pourquoi se fait-elle si grosse? Oui. Et pourquoi veut-elle être aussi grosse que le bœuf? Est-ce que vous connaissez, vous, des gens qui voudraient être aussi gros que leurs voisins? Alors moi, je crois qu'on peut commencer finalement à regarder les gens et de se dire, tiens, est-ce qu'il n'aurait pas, ou elle n'aurait pas envie d'être aussi grosse que son voisin? Et à force de vouloir être si grosse, eh ben, qu'est-ce qui lui arrive? Elle éclate. Donc, est-ce que c'est une bonne idée que de vouloir être aussi grosse que son voisin? Non. À réfléchir. Alors, effectivement, à travers les fables de La Fontaine, c'était bien facile de critiquer, de se cacher derrière ces noms d'animaux.
c'était une façon de se réfugier, c'était aussi une façon un peu stratégique de dire, voilà, je dis tout ce que j'ai envie de faire passer comme message, mais je ne cours pas le risque de me faire arrêter ou espionner par les protégés du roi, parce que forcément, à travers toutes ces fables, eh bien, sont dites des petites choses, des critiques qui peuvent être dangereuses, parce qu'on n'est pas si libre à la cour du roi Louis XIV pour exprimer toutes ses pensées. Aujourd'hui, c'est facile de dire que l'on n'est pas d'accord, de critiquer par tout un tas de moyens possibles que l'on a du mal même encore à imaginer, mais la pensée, la liberté de dire est quelque chose qui pour vous n'est même pas une question. Mais au temps du roi Louis XIV, c'était plus qu'une question. C'était au contraire une très grande prudence dont les uns et les autres devaient faire part, parce que sinon ils étaient arrêtés. Donc la fable était un moyen extraordinaire de se protéger. Vous l'avez compris à travers le choix des animaux et puis de ce qui leur arrive à ces animaux. Mais si l'on rentre plus précisément dans ce langage un peu secret des fables, eh bien, on s'aperçoit que Jean de La Fontaine utilise ce que l'on appelle le langage des oiseaux, qui est en fait un langage secret, à savoir que on va encore plus loin dans le mystère derrière le choix des mots, c'est que certains mots, rien que par la ressemblance des sons, peuvent dire autre chose. Donc c'est se cacher et exprimer des mots M-A-U-X avec des mots M-O-T-S. Et à partir de là, c'est un savant jeu de devinettes. Et si un jour, vous vous dites « j'ai envie de mieux comprendre encore ce que veut dire cette fable », eh bien, regardez chaque mot, parce qu'il y a derrière le choix de certains d'entre eux un mystère que l'on ne voit pas à la première lecture. Alors tout à l'heure, on regardera un mot en particulier pour que vous compreniez qu'il y a encore plus de secrets que ce que vous imaginez. Nous poursuivons notre concert. La plainte du petit agneau. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérante dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle et que, par conséquent, en aucune façon,
je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Reprit l'agneau. Je tête encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit. Il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte. Et puis, le mange. Sans autre forme de procès. Pauvre agneau, la cruauté du loup ne l'a pas épargné. Et quel est l'instrument qui nous a évoqué la plainte de l'agneau tout à l'heure? Connaissez-vous son nom? Oui? La flûte traversière. Alors, c'est l'ancêtre de la flûte traversière, oui. Sauf qu'aujourd'hui, la flûte traversière, elle est en métal, elle est en argent ou elle est parfois même en or. Là, en fait, son ancêtre est en bois. Et si je ne me trompe pas, c'est du bois de buis, n'est-ce pas? Oui, c'est du buis, oui. Donc, imaginez tous ces arbustes qui ornent les jardins du château de Versailles. Eh bien, avec le petit bois, on en faisait des traverseaux. Et c'est justement la douceur de ce bois qui donne la douceur de ce son. Oui, le matériau joue sur la couleur du son, mais il n'utilisait pas que le buis. Également, je trouve important de dire qu'on importait des bois exotiques, des ébènes surtout, et puis évidemment les défenses d'éléphants. Il y avait beaucoup d'instruments en ivoire, donc la question de la préciosité de l'instrument a joué un rôle
tout aussi important aujourd'hui que pour les solistes d'avoir une flûte en or. C'est un petit peu l'équivalent. Avec le matériau. Est-ce que c'est ce que vous avez autour de la taille? Ça, c'est on a le droit de poser la question petit poumon artificiel qui permet d'insuffler. Alors, ça, on ne joue pas évidemment une flûte avec ce système, mais c'est ce qu'on appelle les musettes qui sont jouées avec... Voilà, alors ça, c'est ce qu'on a entendu au début. Vous en avez joué pour commencer le concert. Oui, j'ai oublié d'annoncer la pièce qui s'appelait Les nymphes de la grenouillère. On entendait des bruits bizarres, d'ailleurs. On essayait de découvrir la grenouille. Alors là, c'est terrible. Vous avez soufflé alors, là. Donc, au lieu de souffler dans l'instrument, ou du moins dans la poche qui va distribuer le vent, eh bien, on souffle par l'intermédiaire d'un soufflet. Ça, c'est une invention probablement italienne qui date du XVIe siècle. Et les Français... notamment, ont inventé ce bourdon, ce système de bourdon. Au lieu d'avoir, si vous avez dans l'image d'une cornemuse écossaise, par exemple les grandes cornemuses écossaises, il y a des grands tuyaux qui partent partout et qui montent presque au-dessus de la tête. Mais c'est le cas aussi des cornemuses flamandes ou de différents pays. Ici, on a rassemblé tout dans un petit un cylindre percé de nombreux trous et alimenté par plusieurs anches. En fait, ce sont des hautbois. Il y a un hautbois ici, un autre hautbois là, et encore plusieurs à l'intérieur qui forment le bourdon. Et donc, c'est un instrument finalement relativement complexe et sophistiqué pour son époque. Et donc, vous soufflez dans la peau. Voilà, on gonfle la peau. Vous gonflez la peau, je peux et donc c'est cet air qui est pris dans la... Voilà, donc au lieu de souffler, on fait poche, ça. Et voilà. Le son du... Voilà, d'accord. Et à un moment, ça fait du son. Ça fait du son. On va vous découvrir encore faisant du son. On va encore essayer de faire un peu de son. On va faire encore du son. Alors, je vais me tourner vers donc le fameux luth. Vous avez combien de cordes sur ce luth? Alors ça, c'est un théorbe. Vous entendez, Stéphanie? Alors ça, c'est un théorbe, c'est le grand frère du luth. Le luth, il est donc... merci. Il est plus petit avec le manche coudé. Il y a plus de cordes sur un luth que sur un théorbe quand même, parce que sur le luth, les cordes, elles sont doublées. Donc le luth, c'est un instrument qui vient de l'oud arabe et qui existe depuis très très longtemps. Il y en avait déjà au Moyen-Âge. Et le théorbe, c'est donc son grand frère auquel on a rajouté une rangée de cordes graves qui sont accrochées sur ce qu'on appelle le grand jeu ici. J'ai un chevillé ici et un autre chevillé en haut. Et sur les petites cordes, je peux agir en posant mes doigts comme sur une guitare. Mais sur les grandes cordes, je ne les joue que à vide. Donc ça, c'est un instrument qui avait beaucoup de succès du temps de Louis XIV. Et Louis XIV avait même un maître de guitare et de théorbe qui lui apprenait à en jouer et qui lui jouait de la musique tous les soirs pour s'endormir. Et c'est le compositeur qui a composé les pièces que tu as jouées en premier, je crois. C'est Robert de Vizé qui a composé la chaconne que j'ai jouée au tout début. Merci. Alors justement, vous apprenez peut-être que Louis XIV était un grand musicien, donc il jouait du théorbe, il jouait de la guitare. Il était aussi un excellent danseur. Pendant fort longtemps, il a dansé tous les jours, plusieurs heures, et c'en était vraiment sa passion artistique. Mais il a vite compris aussi qu'en étant sur scène et en dansant, c'était une façon de se mettre avec la cour et de dominer et de montrer qu'il les voyait absolument tout. C'était une façon d'exercer son pouvoir à travers la danse. Donc toutes les danses que vous voyez apparaître devant vous sont des danses qui ont pu être dansées par Louis XIV. Sachez que ce roi est à l'origine de la création de l'Académie de danse, donc l'Opéra de Paris. C'est grâce à Louis XIV qu'elle existe aujourd'hui. Donc son amour et sa passion pour la danse est le point de départ de tout ce monde qui aujourd'hui est encore tout à fait d'actualité et ne cesse de progresser dans ses techniques de danse. Alors je me tourne maintenant vers ce violon qui a priori n'est pas tellement différent des violons que nous voyons dans les orchestres d'aujourd'hui. Sinon quand même que vous avez, Domiti, un archet un petit peu particulier. Oui, d'une forme avec encore la courbe de l'arc, qu'on voit légèrement, avec du crin de cheval sur la mèche, ça comme les archets actuels. Et on parlait de moutons dans la fable, mais là j'ai des cordes en boyau de mouton.
C'est là toute la différence avec les cordes des violons d'aujourd'hui qui sont des cordes métalliques. Donc c'est pour ça que nous avons pour ce concert un ensemble de couleurs, de sonorités tout à fait douces, tout à fait chaleureuses, enveloppantes. Il faut que vous réalisiez, que vous imaginiez aussi que la musique s'écoutait dans des petits salons. On entourait les musiciens, c'était toujours des atmosphères très civilisées, très calmes, très posées. Donc les instruments de la chambre, c'est-à-dire qu'on écoutait dans les salons ou dans la chambre du roi, eh bien, devaient avoir des sons qui n'étaient pas ceux qu'on utilise dans les jardins pour accueillir les ambassadeurs, par exemple. Donc nous allons poursuivre avec une fable, La mort et le bûcheron. Qu'est-ce que c'est qu'un bûcheron? Oui? C'est quelqu'un qui coupe du bois. C'est quelqu'un qui coupe du bois? Qui coupe du bois, mais alors où? Est-ce que vous avez déjà vu des bûcherons à Paris? Non? Oui? Dans les forêts, bien sûr, ils coupent le bois. Et en général, ils ont qu'est-ce qu'ils utilisent comme outil pour couper du bois? Ils ont une hache, absolument. Donc, à votre avis, est-ce que le bûcheron est un homme fragile, délicat? Non, c'est plutôt un homme qui va se déplacer doucement, il est attentif à ses gestes, il peut même porter parfois ses bûches, n'est-ce pas? Jean de La Fontaine a bien observé le travail du bûcheron parce que il était en fait maître des eaux et forêts. C'était son métier dans la forêt de Château-Thierry où il habitait. Donc il était en charge de contrôler, de vérifier que l'entretien des forêts ou des étangs était bien mené par les bûcherons, entre autres. Donc il était tout le temps dans ces forêts et voyait bien le travail des bûcherons, voyait bien la difficulté du temps. Il travaillait tout aussi bien sous la pluie que lorsqu'il faisait beau. Il les a bien vus et donc quand il parle de leur travail et de leurs conditions de vie, eh bien il sait exactement ce qu'il est en train de dire. Et dans cette fable, eh bien justement, il ne s'agit pas d'une vérité, mais plutôt d'une discussion qui s'ouvre. C'est plutôt un sujet à débattre parce que nous dit-il? Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes, pour être juste à la fin de la fable. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il faut... Comment est-ce que vous interprétez? Comment est-ce que vous la comprenez, cette fin? Puisqu'il décrit sa femme, ses enfants, le point de pain quelquefois, jamais de repos. Il appelle la mort, elle vient sans tarder. Bref, voilà, tout est dur. Et qu'est-ce qu'il nous dit à la fin? Il faut accepter la souffrance de la vie. Eh bien, dans le mot, c'est la devise des hommes. Ce mot devise, il est là le petit secret, le petit mystère. C'est qu'à partir du XVIe siècle, le mot devise va vouloir dire une sentence. Donc en fait, c'est la sentence des hommes. Cela veut dire que l'homme ne peut pas se débattre, ne peut pas ne peut pas s'échapper de son sort. Il doit accepter sa condition. C'est là-dessus que Jean de La Fontaine nous interpelle et voudrait bien que l'on réfléchisse. C'est un véritable acte révolutionnaire et lorsque l'on pense dire la vérité en affirmant que Jean de La Fontaine était peut-être un courtisan, c'est faux. Il était en fait un véritable révolutionnaire, car en disant cela, eh bien, il appelle à réfléchir et sans doute à contester le sort qui est parfois imposé par certaines conditions de vie à certaines personnes. Sujet, je crois, que l'on peut toujours débattre.
la mort et le bûcheron. Un pauvre bûcheron tout couvert de ramée, sous le fait du fagot, aussi bien que des anses gémissantes et courbées, marchait à pas pesants et tâchait de gagner sa chaumine enfumée. Enfin, n'en pouvant plus d'effort et de douleur, il met bas son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? En est-il un plus pauvre en la machine ronde? Point de pain quelquefois et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort. Elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire. C'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois, tu ne tarderas guère. Le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons d'où nous sommes. Plutôt souffrir que mourir. C'est la devise des hommes. Entrée de paysance.
fable suivante, le chêne et le roseau. Je pense que vous la connaissez sans doute tous ou presque. Le chêne et le roseau. Quel est le plus gros? Oui, c'est le chêne et le roseau. Alors, où trouve-t-on des roseaux? Dans les... Oui, dans les rivières. Et qu'est-ce que fait le roseau quand il y a du vent? Oui, il se plie, donc il est souple, et donc il ne se brise pas. Et alors le chêne, il est très grand. Quand il y a du vent, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il faut quand même une très grosse tempête. Très, 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 très grosse tempête, on est d'accord. Dans cette gravure d'un homme qui s'appelle Granville, c'est une gravure du 19e siècle, mais qui représente merveilleusement cette fable, puisque si l'on interprète dans un sens sacré, on voit le chêne, n'est-ce pas, qui a figure d'homme, qui a les bras en croix et qui est comme dans une élévation vers le ciel, et ses pieds sont ses racines et qui s'arrachent du sol. Vous voyez cela comme moi? Et puis, où est le roseau? Vous l'apercevez, le roseau? Oui, il est en bas, on voit bien sa courbe. Alors, c'est une très forte courbe, on sent qu'il est obligé de... Il subit certainement un vent très fort, mais il est encore là. Il a encore ses racines dans la terre, il ne fait que se courber, et quand le vent s'arrêtera, il se redressera, il sera encore là. En revanche, quand le vent s'arrêtera, le sort du chêne, je crois, n'est pas très heureux. Alors, finalement, que nous dit cette fable? Eh bien, c'est que finalement, il ne faut pas se céder aux ordres des tyrans. Il vaut mieux essuyer quelques tempêtes, mais résister plutôt que de se laisser abattre et gouverner par des tyrans. Il s'agit d'un véritable pacte social à travers cette fable, puisque La Fontaine sait très bien que ceux qui donnent des ordres, il y a toujours un jour où ils disparaissent. Mais vous et votre dignité, vous demeurez. Et c'est le roseau. Le chêne et le roseau. Le chêne, un jour, dit au roseau: vous avez bien sujet d'accuser la nature. Roueteler pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête.
Tout est Tachyon, tout me semble Zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'ombre du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature, avec vous, me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, par d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici contre leurs coups épouvantables résisté sans courber le dos, mais attendons la fin. Comme il disait Sémos, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfances que le Nord put porter jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts, ses fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts.
dès qu'elles ont été écrites, ces fables, elles ont eu beaucoup de succès. Et on a pris énormément de plaisir à les dire, à les clamer, à les déclamer. Et au XVIIIe siècle, on a eu envie même de les chanter. Alors, je crois que nous allons avoir besoin d'Hubert pour nous guider sans doute à chanter, nous aussi. Et bien sûr, c'est une adaptation, puisque pour chanter, il faut des strophes pour qu'il y ait ce rythme du chant. Et je laisse la parole à Hubert pour qu'il nous aide. Alors, c'est ce qu'on appelle une fable en vaudeville. Donc, on prend un air à la mode. Ici, c'est sans doute un air de danse populaire. Et on a donc réécrit le corbeau et le renard. Alors, vous allez voir, l'air est joué les deux airs sont repris à chaque fois, sont répétés à chaque fois, ils correspondent à une phrase musicale. Et donc, l'idée serait que vous participiez, que vous chantiez avec moi. Il faut que je reprenne un peu mon souffle, comme vous constatez. Donc... On peut aider, on va aider. Donc, je vais chanter les deux premiers vers et vous allez les reprendre avec moi. Donc, le texte, je vous le dis quand même. Un corbeau tenant un fromage au haut d'un arbre était perché. Et la suite, sur la deuxième phrase musicale, sera « Renard t'étais au voisinage et par l'odeur fut alléché. » Un corbeau tenant un fromage au haut d'un arbre était perché. Corbeau tenant un fromage au haut d'un arbre était perché. Renard t'étais au voisinage et par l'odeur fut alléché. Le rusé lutin, ce langage, peut-on voir plus gentil oiseau? Le rusé lutin, ce langage, peut-on voir plus gentil oiseau? Si la voix répond au plumage, le monde n'a rien de plus beau. Si la voix répond au plumage, de plaisir l'oiseau noir croasse, le morceau lui tombe du bec. De plaisir l'oiseau noir croasse, le morceau lui tombe du bec. Le renard vite le ramasse et dit je vais souper avec. Le renard vite le ramasse et dit je vais souper avec. Apprenez, poursuit-il beau sire, qu'on ne vous flatte point